débat sur la nécessité d'amplifier la rénovation énergétique de nos bâtiments, de nos logements. Nous sommes tous d'accord et notre groupe soutient très largement une politique régionale d'aide auprès des propriétaires, des Bretons, pour améliorer leur habitat et transformer leur logement pour un meilleur confort. En revanche, je n'ai pas le même regard sur l'outil qui est proposé via ce nouveau dispositif et la création d'une SPL pour mener cette politique régionale. Je fais aussi le constat, comme l'a fait Alexandra tout à l'heure, dans ce domaine, il existe une multitude de structures ou d'organisations. Je parle des structures locales. Je ne m'exprime pas sur ce qui existe au niveau national, mais tous les EPCI de Bretagne sont aujourd'hui engagés de manière importante pour la rénovation de l'habitat et les rénovations énergétiques. Et ces EPCI soutiennent les projets des particuliers. Il y a bien sûr les agences. J'ai en tête l'agence Émergence à l'échelle du pays de Brest, qui bénéficie aux habitants des 7 EPCI du pôle métropolitain, mais sur le territoire breton, il y a d'autres agences. Les EPCI aussi, j'interrogeais mon collègue de Vannes, c'est l'AGLO qui pilote ces politiques d'aide en direction des particuliers pour la rénovation. Également, au centre de la Bretagne, Patrick Le Diffon m'indiquait que sur Ploërmel aussi, c'est le PCI qui est pilote à l'échelle locale et en proximité des porteurs de projets. Nous avons aussi les dispositifs bien connus des PCAET qui concernent tous les EPCI de plus de 20 000 habitants, et je pense que c'est quand même très majoritairement le cas en Bretagne, les PLUIH ou les PLH pour ceux qui ne sont pas dotés d'un PLUI, les opérations d'amélioration de l'habitat comme les OPA, les OPA-RU, les ORI, et sans compter le rôle aussi des départements. S'agissant des dispositifs régionaux, nous avons aujourd'hui la structure Rénov Habitat Bretagne qui existe, dont le fonctionnement est d'ailleurs rappelé dans ce bordereau. C'est un fonctionnement qui n'est pas négligeable, qui est lourd, qui est important. Vous citez 120 conseillers et conseillères de proximité. À cela doivent s'ajouter aussi nos agents territoriaux qui œuvrent au sein des EPCI pour faire le lien. Par exemple, sur le territoire que je connais bien, le dispositif régional s'appelle Tinergie. Et ce sont aussi des fonctionnaires territoriaux qui s'ajoutent à ces 120 collaborateurs qui sont cités dans le bordereau. Donc, moi, je n'ai pas la vision aussi pessimiste qu'en a fait Alexandra Guilloré sur le résultat de ces dispositifs. Ils fonctionnent. Et les particuliers des territoires sont accompagnés dans leurs opérations. Ils reçoivent le conseil, ils reçoivent les aides pour le conseil sur le montage des dossiers, sur les mesures à envisager, à prioriser pour rénover leur habitat, parce que parfois il faut aller au-delà des a priori. L'idée de changer les fenêtres, eh bien non, je sais qu'il y a des déplacements de techniciens sur les lieux et les aides sont versées. Donc je suis d'accord qu'il y a un maillage très important, mais sur le résultat, je ne suis pas aussi pessimiste, voire négative. Et donc, malgré ce maillage qui est déjà important, la région, aujourd'hui, exprime à travers ce bordereau la volonté de créer une nouvelle structure qui devra bénéficier de son propre budget de fonctionnement et, bien évidemment, qui va générer de nouvelles charges. Et à ce propos, je n'ai pas vu grand-chose de précis dans le bordereau. Ce qui est évoqué, c'est la participation de la région au capital. Concernant le fonctionnement, il est évoqué la mise à disposition d'un attaché de la région. J'ai pas vu, ou alors j'ai fait une lecture trop rapide, j'ai pas vu plus d'éléments concernant le fonctionnement futur, et notamment le coût. Et au chapitre participation de la région, il s'agit de la participation au capital et pour financer les futurs investissements. Mais peut-être n'ai-je pas été suffisamment attentive. Donc, selon moi, nous avons besoin de plus d'éléments sur les coûts de fonctionnement futurs qui vont s'ajouter aux coûts de fonctionnement que nous avons déjà sur d'autres structures. Et aussi, ma question, c'est qu'allons-nous faire ? Comment va s'articuler
cette société dans l'environnement déjà existant et que faire des dispositifs locaux existants. Deuxième point, concernant la structure juridique qui est choisie, la SPL. Il est indiqué, et c'est présenté comme un avantage, mais que je conteste réellement, sincèrement. Le financement de la SPL bénéficie exclusivement et réservé, et c'est écrit et c'est assumé, réservé aux territoires actionnaires. Et vraiment, je m'interroge sur les conséquences d'un tel modèle. N'y a-t-il pas un risque d'inégalité de traitement entre les territoires et entre les Bretons, selon que l'EPCI dans lequel ils vivent adhère ou n'adhère pas à la SPL? Le caractère exclusif qui est revendiqué me pose ce souci, car s'agissant d'un service public, je suis attachée de manière très rigoureuse à l'égalité de traitement entre les usagers et les habitants. N'allons-nous pas vers une exclusion par l'argent, puisque les EPCI qui ont été consultés se sont interrogés, j'ai des exemples en tête, et ça a été analysé comme une énième demande de participation, d'entrer dans un capital. Et la réflexion de certains EPCI, c'est de se dire ça va s'ajouter et ça nous coûte dans un contexte de difficultés et de tension sur les recettes. Donc, quand je parle d'un risque d'exclusion par l'argent, j'ai réellement en tête des difficultés de certains EPCI à faire face à l'ensemble de leurs obligations. Je constate aussi que cette formule que vous multipliez le nombre de SPL, et je vous demande, est-ce ainsi que vous entendez piloter les politiques publiques du Conseil régional ? Comment préserver le principe d'égalité des citoyens ? J'ai vraiment besoin de savoir vers où vous allez et comment vous allez aborder, parce qu'à la limite, on pourrait presque tout faire gérer pratiquement via des SPL. Je l'ai dit, le Conseil régional gère de l'argent public et selon moi, les aides qui sont votées par notre Conseil doivent s'adresser à tous les usagers dont les projets rentrent bien évidemment dans un cadre qui a été défini. Mais la SPL constitue pour moi un filtre supplémentaire qui aura pour effet d'exclure du dispositif certains usagers. Troisième remarque, s'agissant de la gouvernance, j'émets aussi des réserves. La gestion d'une politique publique par une SPL éloigne les collectivités et les élus de la prise de décision. Quand je parle d'éloigne les élus et les collectivités, je parle, selon moi, va éloigner le conseil régional et les conseillers régionaux, ainsi que les conseillers communautaires et les conseillers communautaires. Je m'explique. Le conseil régional devient actionnaire d'une société publique. Sa participation financière se traduit en part sociale. Donc nous votons. Et ensuite, le conseil d'administration gérera. Idem pour les EPCI actionnaires. Les décisions seront prises en conseil d'administration et non pas en conseil régional ou en conseil communautaire. Et pour moi, la différence, elle n'est pas que formelle. La SPL dépossède les conseils communautaires ou régionaux, ou municipaux, mais enfin là, ce n'est pas le sujet, de leur pouvoir de pilotage. Certes, les personnes qui vont siéger au conseil d'administration seront des élus issus de ces instances, mais l'expérience de quand même 18 ans d'élu local, l'expérience m'a appris qu'il y a une grande différence entre des décisions prises en comité syndical, par exemple, de syndicats mixtes, ou en conseil d'administration, décisions qui sont prises sans public, avec assez peu de contradictions ou de contradictoires, du principe du contradictoire. C'est très différent des votes que nous avons en séance publique du conseil régional ou des conseils communautaires. J'ai pu constater quand même ce que j'appelle, alors c'est mon propos, parfois une forme de syndrome de Stockholm. Et les représentants des collectivités oublient la collectivité qui les a délégués, qui les a mandatés, et il est très difficile de s'extraire et d'affirmer une position qui peut être divergente, singulière.
Et beaucoup, et je l'ai constaté, ce n'est pas faire injure à tous nos représentants dans les différents syndicats, mais quand même j'ai des situations là où je suis actuellement, enfin là où je suis élue, où franchement il y a un manque de rendu compte des décisions qui sont adoptées dans ces instances non publiques. Vraiment ce que je soulève, c'est le résultat. J'ai des exemples très précis de décisions assez désastreuses engageant la collectivité représentée. Et c'est pour cela que je tiens à alerter et que j'insiste sur la gouvernance. Ça n'a pas été abordé par mes autres collègues. On a chacun une approche particulière, même si nous partageons tous cette ambition d'aider les Bretons à rénover leur logement. Mais pour moi, ce point de la gouvernance, il est crucial. Et c'est pour ça que je vous ai interrogé. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez piloter les politiques publiques de la région? Parce que pour moi, ce serait une dérive qui me... Voilà, pour ces raisons, risque de doublons coûteux, risque d'inégalité de traitement des territoires et des habitants, perte de proximité, dépossession des élus et des collectivités qui sont actionnaires de leur pouvoir d'orientation politique et des décisions. C'est la raison pour laquelle je suis très réservée, voire peut-être je déplore le choix, le moyen choisi. Alors, et aussi ma surprise. Voilà. Alors, je trouve curieux cette grande affection pour la forme sociétale et capitalistique. Je ne pensais pas que cela faisait partie du corpus idéologique de votre majorité. Voilà, donc je m'interroge vraiment. Et donc, parce que la notion de droit exclusif qui est visée, je ne vais pas me surprendre votre part. Et en fait, ce n'est pas une évolution libérale, selon moi, de votre politique, mais c'est plutôt par rapport à des politiques que vous avez mis en place qui sont plutôt de la contractualisation. Ça fonctionne bien, par exemple, sur le pass commerce-artisanat. Là, vous faites le choix de créer une société. Et bien pour moi, j'ai le sentiment que ça aboutit à cadenasser plus encore les relations entre la région et les autres collectivités. Parce que la contractualisation a au moins le mérite de laisser la gouvernance au conseil communautaire. Voilà l'analyse que j'en fais, et d'où les extrêmes réserves que j'ai sur le moyen que vous avez choisi pour parvenir à un objectif qui est noble. Je vous remercie. Merci à vous, madame.